Bonjour, bonjour. Alors, vidéo numéro 3 sur le procès Onana contre 6 ONG françaises des droits de l'homme sur la question de négation du génocide. Alors, d'abord, j'avais oublié un petit détail assez effrayant pour ma première vidéo sur la criminalisation de la résistance congolaise. Parce que, en écoutant des autres comptes rendus faits par d'autres personnes, et ça m'a été échappé effectivement que cette dame qui s'appelle Koulibaly, elle a dit, mais je blague pas, elle a dit dans la première journée, à la fin de la première journée, que le langage de la haine de Charles Onana est en train de se propager dans le Congo de l'Est, où maintenant il y a des cas de cannibalisme. Donc, c'est grâce au livre de Charles Onana qu'aujourd'hui, on a des cas de cannibalisme en RDC. Non, mais j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je comprends pas comment le Congo n'a pas déjà accusé cette dame pour diffamation. Même si j'ai entendu qu'il y avait des professeurs qui voulaient quand même écrire à l'université de Harvard parce que c'était un peu trop dégoûtant tout ça. On attend cette voiture qui passe. Attendez, ok. Donc ça c'était par rapport à la première vidéo que j'ai fait, donc celle-là de la criminalisation de la résistance congolaise, ok. Donc on accuse aussi Onana de perpétuer ce qu'on appelle le cannibalisme en RDC. Non mais vraiment. Ah, je vous montre quand même Piazza di Spagna. Attendez. Est-ce que je peux tourner ça? Non. Attends, je tourne comme ça. Donc là, vous voyez, c'est la fameuse Piazza di Spagna de Rome. Ici, on a Bulgari, Gucci, tous les magasins absurdes, Prada. Prada, je crois, c'est le seul qui n'a pas été racheté par d'autres compagnies étrangères. Ah non, même Prada a été racheté. C'était racheté par le monsieur français là, BHLV là, comment il s'appelle? Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est un peu absurde que des marques italiennes deviennent français dans des énormes fonds d'investissement et tout ça. Ça perd vraiment tout l'italianité d'une chose. Quand même là, je vais vous montrer encore Piazza di Spagna parce que le but de ces vidéos, c'est de parler des choses horribles pendant qu'on voit des choses magnifiques. Parler des choses horribles pendant qu'on voit des choses magnifiques. Alors, aujourd'hui, je vais faire juste une vidéo très vite. Très vite. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve quand même assez absurde que... dans les deux témoignages, Luc Marchal, qui était le directeur de la section de l'UNAMIR, la mission des Nations Unies au Rwanda, secteur Kigali, et l'ambassadeur Swinen, qui était l'ambassadeur belge au Rwanda de 80 jusqu'à 94. Donc il a carrément fait 4 ans là. On a entendu ces deux témoins. Et tous les deux ont parlé à faveur du travail de Charles Onana et tous les deux ont dit certains détails que franchement, moi personnellement, moi qui crois que c'était un génocide Hutu et pas un génocide Tutsi comme la loi française dit, comme Onana dit, comme tous ces gens, tous les témoins ont dit qu'il y a eu un génocide Tutsi. Bon, moi, comme j'habite encore en Italie, j'ai le droit quand même de m'exprimer. Pour moi, c'était un génocide Hutu et un coup d'État américain suivi par un génocide Hutu. Parce que quand même le FPR savait exactement ce qu'il faisait, en particulier après les événements de Burundi, où il y a eu quand même 300 000 réfugiés Hutus qui sont venus en 93 au Rwanda pour chercher vraiment de se sauver parce qu'il y avait eu un coup d'État là aussi. Donc, pour revenir à cette question, quelques détails, juste quelques détails. Luc Marchal nous dit vraiment des choses incroyables. Il nous dit par exemple qu'il a pu constater lui-même
que le FPR n'était pas du tout intéressé, donc le groupe des Tutsis qui venaient de l'Ouganda, qui étaient ceux qui étaient là, disons le parti politique aujourd'hui au pouvoir avec Paul Kagame, ces gens-là, ils n'étaient pas du tout intéressés à la sort des Tutsis de l'intérieur. Parce qu'il avait eu plus d'une rendez-vous avec Kagame en lui disant « Mais écoute, quand même, si vous prenez des actions belliqueuses, les Tutsis de l'intérieur vont être vus comme vos souteneurs, ceux qui vous soutiennent, et il y aura des exactions contre eux. Donc arrêtez de faire cette démarche un peu, belliqueuse, voilà, belliqueuse. » Et là, apparemment, Kagame a répondu « On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. » Bon, on peut spéculer sur ça, mais bon, si Kagame considère les Tutsis des œufs, bon, là maintenant, vraiment, il n'a même pas fait une omelette là. Là, il a vraiment fait, je sais pas, quel serait le plat le moins intéressant à manger sur cette terre. C'est ça qu'il a réalisé dans ces années-là. Franchement, avec cette manière d'enfoncer, en plus, il se rend vraiment de plus en plus ridicule dans cette dictature là-bas. Vraiment. Vous savez que le Rwanda a contraint les gens à casser leurs maisons parce que selon Kagame, c'était des maisons primitives. Et donc ces gens-là dormaient sous la pluie parce qu'ils avaient peur que Kagame, c'était 80 000 personnes quand même. C'est pas moi qui en parle, c'est Susan Thompson dans son livre sur le Rwanda post-génocide comme ça. Donc vraiment, parce que pour la peur, ils ont cassé leur maison et ils dormaient sous la pluie. Et selon Kagame, ça c'est intéressant pour les Rwandais. Voilà, il les traite encore pire que des œufs. Donc Kagame a dit, je ne m'intéresse pas de... Donc on voit qu'il y a ce côté-là très quand même, il faut pas oublier il faut le prendre sérieusement, qu'apparemment lui, il n'était pas trop intéressé à la sort des Tutsis de l'intérieur. Ok, et pour lui, donc, c'était important d'arriver au pouvoir, de chercher de faire tout pour faire en sorte qu'il arrive au pouvoir, qu'il prend le pouvoir par les armes, qu'il le prend complètement. Et qu'est-ce qu'il nous a dit encore, Luc Marshall? Il nous a dit que toute suite après l'attentat du président Habyarimana, lui, il était quand même sur le terrain. Il voyait d'ailleurs que depuis qu'il était arrivé, le FPR ne voulait jamais faire ce que les accords d'Arusha leur avaient demandé. Donc le fait de désarmer, c'était dans les accords, il fallait désarmer pour aller vers un multipartisme complet, un gouvernement, etc. Et il a parlé de la politique de la chaise vide de la part du FPR qui ne voulait pas, à un certain moment, quand ils arrivaient vraiment, ils étaient là en train de mettre en place le gouvernement et tout ça, les seuls qui ont boycotté, c'était eux. Et lui, il se demandait pourquoi cette politique de la chaise vide, quand on voulait aller vers un partage de pouvoir quand même avec cette milice. D'ailleurs, je vais revenir sur ça parce que moi, je pense que c'est ça l'erreur que les Africains font, qui se font... Il suit comme là maintenant avec Tshisekedi, non? Il veut faire des accords avec le M23. Mais est-ce que les Américains font des accords avec les terroristes qui cherchent de les attaquer ou je ne sais pas quoi, ou la France? Est-ce que la France fait des accords avec les terroristes qui ont fait Baklan ou je ne sais pas comment ça s'appelait là, quand ils ont attaqué? Est-ce qu'on fait des accords avec ces gens-là? Non, mais ça n'a aucun sens. Mais donc, ça c'est une première leçon de géopolitique à tirer de tout ça, c'est qu'aucun pays africain doit négocier avec des gens qui prennent des armes. Ça, c'est contre-productif. En plus, au Congo, on a fait encore pire que ça. On les a inclus dans l'armée nationale. Donc, on a carrément créé une espèce d'armée dans l'armée. Le grand problème du Congo de l'Est aujourd'hui, qui n'arrive plus à se protéger parce que beaucoup des gens qui sont à l'intérieur de cette armée sont en réalité des miliciens, même étrangers, qui naturellement font défection. On le voit dans le cas de M23, mais aussi dans le cas de CNDP, CD Goma, tout. Depuis le FDLR qui avait envahi en 96. Mais pour retourner à notre témoignage, je vais chercher d'être bref là.
Alors, combien de minutes j'ai fait déjà? Oh, c'est trop déjà. Et je voulais juste dire que Luc Marshall, il parlait de ça. Il parlait du fait que les Tutsis de l'intérieur, Kagame n'a eu aucun intérêt pour eux. Et d'ailleurs, l'ambassadeur Swindon dit une chose encore plus accablant pour le FPR. Et les deux là, entre les deux là, ce témoignage-là, moi personnellement, je prendrais tous les cas qu'on a fait à Darusha et je ouvre tous les cas. On regarde tout ça avec un recul de 30 ans, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'a pas là condamné des gens qui étaient attaqués par une milice financée par les États-Unis d'Amérique, Angleterre, etc., et qui ont contrôlé Arusha et ont contrôlé le discours et la narrative, et non, vraiment un discours des vaincus, des vainqueurs sur les vaincus, vraiment tellement arbitraire, tellement bizarre et tout ça, que est-ce que... Alors, Swindon nous dit que certains Tutsis de l'intérieur qui vivaient au Rwanda lui avaient dit à l'époque qu'ils avaient peur du FPR. Après, on va me raconter que Kagame est venu sauver les Tutsis quand il avait peur, quand ceux qui vivaient à l'intérieur du Rwanda avaient peur du FPR. Allez. En plus, ça, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt. Luc Marshall et l'ambassadeur belge Swindon, ils n'ont aucun intérêt personnel. Je ne crois pas qu'ils travaillent avec certains régimes comme font d'autres. Je ne crois pas qu'ils reçoivent des financements de certains régimes comme font d'autres. Je ne crois pas qu'ils sont là, non, en train de traîner avec les dictateurs africains pour avoir des félicitations. Non, je sais pas, oublions. De toute façon, pour être bref, je peux même pas m'asseoir ici parce qu'ils ont enlevé vous voyez là, on est toujours sur la Piazza di Spagna, oui, il y a Gucci, il y a Pucci, il y a Chanel, Longchamp, c'était mes voisins à Paris, Longchamp, mais moi j'étais en haut sous le toit là, eux ils étaient au premier étage, Longchamp. Alors, quoi d'autre? Je vais juste ajouter cette petite détail. Donc, ici, on est à Piazza di Spagna, un des plus beaux places d'Italie. Et on va brièvement faire un compte rendu. Alors, on a vu certaines choses que Luc Marchand nous a dit. Là, maintenant, je vais aussi dire que Swindon aussi a fait un discours très intéressant. Il a dit quand même qu'il ne faut pas banaliser la question du négationnisme, parce qu'il voit lui-même qu'il y a un fort négationnisme de la part de gens comme Saint-Exupéry, qui parlent apparemment beaucoup sur le Rwanda, qui apparemment nie complètement le génocide au Congo par le FPR et l'armée rwandaise successivement. Et ça, c'est incroyable, parce que moi aussi, quand j'étais là au procès, il y avait une dame de l'ICRA qui me disait « Ah, mais vous savez, selon le rapport mapping, il n'y a eu que 100 000 morts au Congo. » J'ai dit, mais cette dame, elle est folle. Non, mais je crois qu'elle était folle. Mais vous voyez quand même cette envie de, pas seulement falsifier l'histoire rwandaise, mais aussi falsifier l'histoire congolaise, parce qu'il faut quand même défendre toujours ce dictateur criminel, Paul Kagame. Donc, des choses bizarres. Et lui, il dit que c'est vraiment triste qu'on falsifie cette histoire. Lui-même, il a donné un témoignage très beau en disant qu'il ne faut pas banaliser la question du négationnisme comme on fait aujourd'hui. C'est presque un instrument politique, au lieu d'être un instrument... quand même, on parle de juridiction, donc le niveau de la juridiction. Mais moi, je l'avais toujours dit, que si on suit les trucs de CPI, Arusha, tout ça, à la fin, ça va aussi retomber sur les juridictions nationales. Et là, on le voit, que c'est plus des juridictions libres, saines, qui veulent le débat. Parce que moi, si j'entends les Tutsis de l'intérieur avaient peur du FPR, mais moi, même si je suis plaintif, plaignante, quelqu'un qui est plaignante là, qui est de la côté des ONG qui attaquent Onana, j'aurais dit, mais comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux ça? Comment c'est possible qu'eux, ils avaient peur du FPR? C'était le FPR qui devait les sauver. Et donc là, on commence à voir une autre histoire quand même qui ressort. Une histoire très complexe de ce qui s'est passé dans ces années-là.
Et d'ailleurs, Swinen souligne aussi que le FPR, il se demande pourquoi ils ont pris les armes. Quand en 90, mais aussi en 93, quand ils ont apparemment encerclé une ville au nord du Rwanda. Et ils se demandent pourquoi ils ont fait ça quand les accords leur donnaient quand même un poids politique énorme. Les commandants de l'armée, c'était 50% du FPR, 50% du gouvernement de Habyarimana. La totalité de l'armée, tu n'as donc pas les commandants, mais les autres aussi, c'était 40% le FPR et 60% le gouvernement de Habyarimana. Donc, moi déjà ça, je ne le comprends pas. Parce qu'on ne fait pas des concessions de ce type à une milice qui a pris les armes pour prendre le pouvoir, qui vient de nulle part, qui sont en exil depuis 30 ans. Oui, ok. Il y avait aussi le problème des réfugiés qui allait être résolu. Et ce qu'il souligne, et ça c'est intéressant, et c'est pas que lui, mais aussi Luc Marshall qui souligne ça, c'est 1 million de réfugiés internes, des gens déplacés par le FPR depuis 90, beaucoup qui étaient à Kigali, non, Luc Marshall nous parlait de ces montagnes de Kigali où on voyait 7 millions, 1/7 de la population déplacée qui vivait dans des conditions inhumaines. Et de ça, de ces déplacés, de ces réfugiés, la plupart évidemment Hutus, mais probablement aussi Tutsis. Et c'est pour ça que je pense que l'histoire de l'ethnicisme et de Hutu-Tutsi, de la question Hutu-Tutsi, vraiment ça n'explique rien du tout de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça, d'utiliser cet paradigme-là, ça tombe vraiment dans le racisme occidental, une vision néocolonialiste de l'histoire qu'on veut encore aujourd'hui imposer sans écouter ce que les gens sur place ont à dire. Parce que, bon, malheureusement, les vrais Rwandais, ils ont tous peur. J'ai parlé avec beaucoup de gens en dehors de la salle, pas nécessairement qui étaient dans la salle, mais beaucoup de Rwandais qui me disaient qu'ils ont trop peur. Ils ont même trop peur pour venir au procès parce qu'ils peuvent être vus comme des gens qui sont critiques vers Kagame. Parce qu'il y a des espions là, comme le journaliste burundais là, de la BBC, qui prenaient des photos de tout le monde, des noms, des trucs ça. Maintenant, j'ai pas la confirmation que c'est un espion que c'est un espion, mais j'ai lu ces articles et j'avoue qu'ils sont très très pauvres. Il n'explique rien du tout, il n'a pas repris des choses. Et il fait un titre au nana condamné à la perpétuité, je sais pas quoi. Non, mais peut-être c'est le Kinyarwanda qui n'était pas bien traduit, je ne sais pas. De toute façon, ça c'est vraiment une digression ridicule de ma part. Ce que je veux dire, c'est les Tutsis de l'intérieur, on les a oubliés. On les a complètement oubliés. Et ça c'est grave parce que il faut savoir que vraiment, ça c'est très grave. Tu vois, les Italiens, ils vendent quand même des choses à manger tout le temps. Vous voyez là. Oui, il y a les fleurs, naturellement. Mais il y a aussi des semences pour des choses à manger. Ah, c'est même pas trop cher, hein. Même si moi je suis un peu fixé, j'achète que les semences biodynamique, parce que je crois dans le biodynamique. Vous voyez, encore ça continue, hein. Donc, je crois que c'est que en Italie qu'on fait ça. Bon, de toute façon, il y a encore un intérêt à bien manger, mais ça va mourir bientôt. Et ça, c'est un stand de fleurs qui a tous ces magnifiques, qui vend aussi tous ces magnifiques semences. Ok, mon podcast est fini pour aujourd'hui. Luc Marshall, Swinen. Vous pouvez aller sur mon site lire Africa Geopolitics. Je le mets en bas. Vous pouvez lire les 2 témoignages. Je dois encore traduire celle-là de Swinen. Mais bon, il nous dit de ne pas banaliser ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est un peu les choses qui me sont restées plus dans la tête. Et comme ça. Après, il faut naturellement aller voir les détails. Mais de toute façon, même quelqu'un comme Luc Marshall, quand même, un Belge, directeur de UNAMIR, secteur Kigali. Ah, attends, je vous montre ça aussi.
c'est quand même quelqu'un qui, voilà, a beaucoup vu, il a vu les attaques. Lui, ça c'est un dernier détail que je trouvais très intéressant, c'est qu'il a dit que le soir même de l'attaque du 6 avril, de l'assassinat de Habyarimana, le président burundais, le staff aussi élargi d'autres chefs d'état-major, je crois que c'est quand même beaucoup des assassinats ce jour-là. C'était pas que Habyarimana. Mais de toute façon, cette nuit-là, lui, il allait dans les rues de Kigali et il n'a pas vu les Hutus ni les Interahamwe, personne attaqué. Spécialement l'armée, ils étaient tous dans leur maison, là, dans leurs quarters, barracks, je sais pas comment on dit en français, dans leur je sais pas comment on dit, état-major ou je ne sais pas quoi. Donc, et il a dit quand même que les attaques, au contraire, au nord, ont commencé sans qu'il y ait eu aucun tuerie vis-à-vis des Tutsis. Et ce qui s'est passé après, il dit aussi que le 7 avril, il y avait des assassinats de beaucoup de Hutus, que le FPR avait des listes, et ce n'étaient pas des gens qui n'avaient rien à voir avec les militaires, c'était des libres professionnels, des professeurs, des médecins, des avocats. Une centaine qui a été tuée ce jour-là, et c'est là où vraiment l'atmosphère commence à devenir très difficile. Et il a même dit à un certain moment, il fallait tuer ou être tué. C'était ça un peu la situation. Alors ça, c'est pas un génocide. Parce que je ne crois pas que des gens qui veulent commettre un génocide, ils sont pas organisés, ils rentrent chez eux le soir même de l'attaque, pendant que le FPR au nord était déjà en train de se mobiliser. Et voilà, et il dit aussi que ce genre de mobilisation, attendez, je vous montre, ce genre de mobilisation nécessite des mois de préparation. Donc, pourquoi je parle de génocide Hutu? Parce que, même si je précise que tous les témoins qui sont venus parler en faveur de Onana, ils ont tous dit qu'ils nient pas du tout le génocide Tutsi. Et aussi Onana, je suis allé voir, il écrit partout dans son livre génocide Tutsi, qu'il nie pas le génocide Tutsi. Donc, au contraire de moi, qui, oui, je dis que c'est faux comme terminologie, parce que ça fausse l'histoire, je pense que c'était un génocide Hutu commis par les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tout cacher. Parce que même les archives, je vais vous dire, je suis allé lire un article de ce Python-là, comment il s'appelle, l'un des gars à charge contre Onana. Et j'ai vu que les gens qui s'occupent des archives, qui reçoivent l'argent de la Fondation Clinton, les mêmes qui ont commis le coup d'État, ils s'occupent aujourd'hui des archives. Non mais franchement, donc ça devient ridicule. On nous parle de complotisme. Maman, ça c'est pire que le complotisme. Ça c'est vraiment un truc tellement dérangeant et tellement évident, ce qui se passe là-bas, que ceux qui n'y croient pas ou qui font semblant que c'est quelque chose de normal, que la fondation du président qui a commis le génocide, qui a soutenu le génocide Hutu au Rwanda et le génocide des Congolais en RDC, ce soit lui qui s'occupe de financer les archives du pays. Et d'ailleurs, j'ai même lu dans cet article que tous les archives du Rwanda concernant les renseignements, donc le plus important de tous pour comprendre qu'est-ce que les gens pensaient du renseignement, comment ils voyaient le renseignement et tout ça, ces archives-là étaient complètement détruites. Et le monsieur Python là, le jeune chercheur qui prétend de condamner quelqu'un quand lui-même il s'autocensure, quand il écrit l'histoire rwandaise, ce monsieur, est-ce qu'il ne se rend pas compte que les archives rwandaises sont peut-être les plus compromis de tous, vu qu'il y a vraiment le vainqueur qui a décidé, qui a même brûlé peut-être. Comment est-ce qu'on est arrivé à brûler seulement les archives des renseignements? Et je ne sais pas les autres qui et comment ils sont organisés. Et donc c'est là où le travail d'Onana devient intéressant, parce que pour comprendre les actions des colonialistes, il faut aller dans leurs archives. Il faut aller dans les archives des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Élysée, les archives
non, du Pentagone, du département d'État américain, ce que lui il fait. Et j'ai vu, voilà, qu'il y a des archives. Donc tu veux comprendre des actions des colonisateurs, quand même des actions impérialistes sur le continent africain, tu dois aller lire les archives des colonialistes.